L'incompréhension du présent naît fatalement de l'ignorance du passé. Mais il n'est peut-être pas moins vain de s'épuiser à comprendre le passé si l'on ne sait rien du présent. Marc Bloch dans Apologie pour l'histoire. Marc Bloch et son épouse Simone Vidal-Bloch sont entrés au Panthéon le 23 juin 2026. Cette décision du président Macron est justifiée par l'œuvre, l'enseignement et le courage de Marc Bloch. Bienvenue dans Hérodotecast, le podcast du collectif Hérodote qui réunit des vidéastes d'histoire sur Internet, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou en podcast. Notre rendez-vous dans lequel on se retrouve pour décortiquer les actualités autour de l'histoire et de sa vulgarisation. Je suis Rob de la chaîne L'Histoire avec une grande H et aujourd'hui je suis accompagné par Simon de la chaîne L'Atelier d'Histoire et Sébastien de la chaîne Une Histoire à raconter. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un événement très médiatisé, la panthéonisation de l'historien et résistant Marc Bloch et de son épouse Simone Vidal-Bloch. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, voici quelques actualités en histoire, histoire de l'art et archéologie. Alors, messieurs, est-ce que dans le mois qui vient de se dérouler, vous avez vu des actualités concernant nos trois disciplines, des actualités qui vous sont semblées intéressantes? Oui, tout à fait. Alors avant de commencer, je voudrais qu'on salue Adeline de la chaîne Diclio qui devait participer donc à ce podcast et qui, pour des raisons d'ordre personnel, n'a pu être présente. Sur la question des actualités, il y a actuellement donc au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux une exposition Couleurs de guerre qui revient sur la Grande Guerre à travers donc la colorisation, la guerre en images et l'utilisation, la motif pour lesquels les couleurs sont utilisées. C'est une exposition qui a lieu jusqu'en janvier 2027, donc faut pas hésiter. Ça revient donc non seulement sur le fait qu'on perçoive aujourd'hui surtout cette Grande Guerre à travers le noir et blanc, mais aussi rappeler que c'était une guerre avec des questions de couleur. On peut penser aux uniformes, mais on peut aussi penser aux représentations des artistes par le voie des affichages patriotiques ou encore les témoignages de cette guerre. Voilà, c'est une exposition que je vous recommande. Exposition qui est accompagnée donc samedi prochain part donc le 4 juillet. Alors je ne sais pas si, lorsque nous sortirons ce podcast, il y aura l'information suffisamment à temps, mais sachez qu'il y aura une journée d'études consacrée à cette question. Donc si vous êtes de passage, si vous êtes francilien, que vous êtes de passage en Île-de-France, n'hésitez pas jusqu'en janvier 2027 à aller voir l'exposition La guerre en couleurs. Et tu peux rappeler, c'était où? Et donc c'est au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. D'accord, ok. Merci. Sébastien, de ton côté, tu as vu quelque chose d'intéressant dont tu aimerais parler? Eh bien oui, moi j'aurais voulu évoquer la disparition de l'historien italien Carlo Ginzburg, qui est mort le 17 juin 2026. Carlo Ginzburg, il était né à Turin, c'était le fils d'une romancière et députée italienne, Natalia Ginzburg, et d'un père, Leone Ginzburg, journaliste, écrivain, éditeur antifasciste, qui avait été envoyé en résidence surveillée par Mussolini avant d'être arrêté et assassiné en 1944. Ginzburg, il a étudié à l'École normale supérieure de Pise, où il avait découvert et traduit les Rois thaumaturges de Marc Bloch. En 1970, il a été professeur à l'université de Bologne. Il s'est fait connaître comme historien de la sorcellerie et des mentalités populaires, avec des livres qui sont passés à la postérité, Les batailles nocturnes, première édition en 1966, Le fromage et les vers, l'univers d'un meunier du XVIe siècle en 1976. À partir de 1988, il avait enseigné en Californie, à Los Angeles, puis il était retourné en 2007 à l'École normale supérieure de Pise. C'était quelqu'un qui était reconnu mondialement, docteur honoris causa d'une vingtaine d'universités, prix Warburg en 92, traduit dans plus de 30 langues, plusieurs fois invité aussi au rendez-vous de l'histoire de Blois, dernièrement en 2019, 2022, 2024. C'était un habitué des lieux. Son apport principal, c'était l'invention de la méthode microhistorique. La microhistoire, c'est le choix de se concentrer délibérément sur un individu, une communauté villageoise, un procès, au lieu d'étudier des grands ensembles comme une nation des longues périodes. Ginzburg, il traquait les indices comme un détective,
En zoomant sur un cas particulier, il espérait révéler mécanismes, modes de pensée invisibles à une échelle plus large. Oui, donc il a eu un énorme impact au niveau de la science historique, Ginsburg. Et comme tu viens de le souligner, ses travaux ont quand même été eux aussi très impactants, tout simplement. Donc voilà, petit hommage qu'on peut lui rendre aujourd'hui. Merci Sébastien. De mon côté, moi j'ai sélectionné une petite actualité venant de l'archéologie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait 2-3 ans, alors je crois que c'était un collectif qui s'appelait le Vesuvius Challenge, oui, Vesuvius Challenge, voilà, où en gros on avait découvert au XVIIIe siècle des rouleaux de papyrus carbonisés suite à l'explosion du Vésuve, la fameuse explosion du Vésuve qui a détruit Pompéi, mais également enseveli Herculanum. Et donc, ces rouleaux venaient de la bibliothèque d'Herculanum. Et il y a 3 ans, ils avaient voulu faire une sorte de concours à qui serait capable de décrypter et de lire ces papiers carbonisés, ces rouleaux carbonisés qui datent donc du 1er siècle après Jésus-Christ. Et il s'avère que ce mois-ci, on a déjà eu un papyrus qui a été décrypté grâce entre autres à l'intelligence artificielle. Il s'agit du papyrus PERC.1667 et non pas 1666, désolé pour les amateurs de bière. On ne pouvait pas vraiment au départ le décrypter lui, ce papyrus, parce qu'il était enroulé, donc si on le déroulait, ça allait être trop fragile et ça allait détruire le texte indiqué, qui était encore lisible semble-t-il malgré le fait que c'était carbonisé. Et du coup, grâce à des scans 3D liés, je crois, à un laboratoire au Royaume-Uni et également à l'ESRF de Grenoble, on a réussi à cartographier chaque couche du papyrus. Et avec cette cartographie de chaque couche du papyrus, une IA a réussi à décrypter, distinguer l'encre du support carbonisé et donc à rendre le texte. En gros, on a pu reconstituer près de 1,5 mètre de texte répartis sur 20 colonnes. Donc c'est une prouesse assez importante et franchement une très grande avancée, je trouve, au niveau archéologique, car ça va nous permettre de décrypter encore plus de papyrus dans ce cas-là ou d'autres choses, et découvrir d'autres textes qui auraient disparu, auxquels on n'avait plus accès. Quant au texte, alors, il semblerait que le papyrus lui-même contient un traité philosophique épicurien peut-être lié à Philodème de Gadara, une figure majeure de l'école épicurienne. Donc grâce à cette découverte, on va avoir accès à un texte fait par ce fameux Philodème de Gadara qui est né, lui, vers 110 avant Jésus-Christ et mort vers 40 avant Jésus-Christ, ce qui va nous donner plutôt déjà pas mal d'apports pour la philosophie antique et également peut-être pour le siècle dans lequel Philodème a vécu, donc le 2e siècle, les premiers siècles avant Jésus-Christ. On va ensuite passer à notre sujet du jour, donc la panthéonisation de Marc Bloch. Alors déjà, comme tu l'as souligné Simon, merci d'avoir rappelé qu'au départ c'était Adeline donc de la chaîne d'Ikio qui devait présenter aujourd'hui. Malheureusement, comme tu l'as indiqué, pour des raisons personnelles, elle n'est pas disponible et c'est moi qui prends le relais avec plus ou moins de succès, on va dire, comme ça. Merci avec brio, vas-y. Merci. Et donc c'est elle qui a préparé toute l'émission d'aujourd'hui. Donc encore une fois, merci beaucoup Adeline et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne d'Iclio si vous ne connaissez pas. Comme toujours, on mettra les liens en description de ce podcast concernant les chaînes de chacune et de chacun et ce dont on parle aujourd'hui. Vous n'avez pu y échapper. L'historien et résistant Marc Bloch, ainsi que son épouse Simone Vidal-Bloch, viennent de faire leur entrée au Panthéon. Un événement hautement médiatique qui pose aussi des questions sur la place de l'histoire dans notre société. Alors, qui était Marc Bloch ? Pourquoi est-il panthéonisé aujourd'hui ? Et qu'est-ce que ça dit de notre rapport à l'histoire ? On en parle tout de suite. Mais d'abord Simon, peux-tu nous rafraîchir la mémoire et nous expliquer en quelques mots qui était Marc Bloch ? J'ai donc 5 minutes montre en main pour vous exposer qui était Marc Bloch. Et pour moi, Marc Bloch, c'est d'abord un historien, un combattant et un résistant. Alors tout d'abord, c'est, on peut le dire, un historien né. Son père, juif d'Alsace ayant fait le choix de rester français lors de l'annexion de la province par l'Empire allemand en 1871, est lui-même historien. Et pas n'importe lequel, puisqu'il enseigna d'ailleurs à la faculté des lettres de Paris, à la Sorbonne.
Dès ses études, Marc Bloch noircit ses carnets de réflexion autour de l'histoire, se nourrit de rencontres avec d'autres disciplines comme la sociologie. D'ailleurs, Émile Durkheim, qui est un des fondateurs de cette discipline, est un ami de son père. Et il bénéficie aussi d'une période très riche en production académique. Son voyage en Allemagne dans les années 1908-1909 vient parachever ce premier temps de formation. Mais c'est après la Première Guerre mondiale qu'il écrit 2 œuvres marquantes pour l'époque, pour leur nouveauté et leur analyse inédite. D'abord sa thèse, Roi et serfs, soutenue en 1921, où il montre que l'affranchissement des serfs par le roi de France sur son domaine au XIIIe siècle relevait davantage d'intérêts économiques et fiscaux que d'une grandeur d'âme. Puis en 1924, avec les rois thaumaturges, dédié à son frère disparu des suites des blessures de la Première Guerre mondiale, où il dépasse le statut d'anecdote du toucher des écrouelles, ces abcès autour du cou d'origine tuberculeuse, toucher que pratiquaient les rois de France et d'Angleterre, en faisant un véritable sujet d'étude autour du pouvoir divin de ces monarques. Les années 1930 marquent l'apothéose de cet historien. Avec Lucien Febvre, il fonde une revue, les Annales d'histoire économique et sociale, qui propose d'étudier le passé par le prisme de l'économie, avec une attention portée sur la comparaison internationale, et même jusqu'au Japon. L'activité de Marc Bloch se caractérise alors par une boulimie de lecture de comptes rendus scientifiques afin de connaître et faire connaître autant que possible ce que les collègues d'autres pays produisent. Enfin, après 2 échecs au Collège de France, par antisémitisme, le voilà professeur, la faculté des lettres de l'Université de Paris, à la Sorbonne. Surtout, il achève sa somme en 2 volumes sur la société féodale en 1939-1940. Bref, c'est peu dire que Marc Bloch a marqué son monde académique. Alors petite précision parce que je n'ai pas parlé d'une personne très importante dans sa vie, Simone. Il la rencontre pendant la Première Guerre mondiale. Elle est d'ailleurs infirmière, elle le sera durant la Seconde Guerre mondiale. Et si elle est femme au foyer, qu'elle lui a donné 6 enfants, elle endossa tout de même le rôle de secrétaire personnel et bénévole. Comme aurait dit Abraham Simpson, c'était la mode à l'époque. Pas mal. pas mal. Bravo. Abraham Simpson, j'avais pas vu venir, mais bien, merci. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Attends, bon, messieurs, bon. J'ai pas fini. Ah, excuse-moi, pardon, continue. Oui, parce que j'ai parlé de l'historien. Il faut que je parle du combattant. Baruch, oui, c'est un combattant et on pourrait dire un analyste du temps présent. Mobilisé à 28 ans en 1914 comme sergent, il connaît son baptême du feu lors de la bataille de la Marne, avant de devenir officier de renseignement. Il finit la guerre capitaine avec 4 citations et la Légion d'honneur. Rien que ça. Sur la guerre, il revient sur les fausses nouvelles de la guerre, où, à partir de publications sur le sujet, il décortique l'effet que les rumeurs peuvent avoir sur les foules et les individus. Combattant, il l'est aussi en 1939-1940, et ce, malgré son âge, sa maladie et ses 6 enfants. On pourrait même parler de 1938, où il est appelé lors de la crise des Sudètes. Depuis les années 1930, il est inquiet et conscient du danger que représente l'Allemagne nazie. Cantonné au service des essences de la Première Armée, il vit littéralement la déroute de l'armée française. Démobilisé en juillet, il écrit en quelques mois son analyse à chaud de cette étrange défaite. Œuvre souvent citée, parfois mal comprise. Le manuscrit sera sauvé par un couple d'amis qui l'enterreront dans une boîte en fer au fond de leur jardin. Puis le voilà résistant, ce 3e portrait. Jusqu'en 1942, Marc Bloch échappe aux lois antisémites de Vichy, mais il ne reverra jamais sa chère et précieuse bibliothèque à Paris, pillée fin 1941. Il écrit alors ce que beaucoup considèrent comme son testament intellectuel, Apologie pour l'histoire, le métier de l'historien. Puis il est mis d'office en retraite. Que faire alors ? Ses fils, engagés dans la résistance, ont rejoint la France libre. Le reste de la famille étant relativement à l'abri, il décide à son tour de s'engager. Il se rend à Lyon et devient une cheville ouvrière du mouvement franc-tireur. Organisateur, planificateur, puis représentant de son organisation au sein du mouvement d'union de résistance, les Murs. Sauf que voilà, s'engager, c'est prendre des risques. Le 8 mars 1944, il est arrêté par la Gestapo et incarcéré à la fameuse et sinistre prison de Montluc. Torturé, il prend pour ultime élève un jeune résistant de 16 ans. Puis voilà, le 16 juin 1944,
30 détenus sont conduits dans un champ près de Saint-Didier-de-Formans pour y être exécutés. Ce n'est qu'en septembre que le corps du supplicié numéro 14 est formellement identifié comme celui de Marc Bloch. Mais Simone ne saura jamais ce qu'est devenu son époux. Elle décède le 2 juillet de maladie. Alors, j'ai sûrement dépassé les 5 minutes qui m'étaient imparties, mais retenons que Marc Bloch fut un historien brillant qui a contribué, avec d'autres, au renouvellement de l'historiographie médiévale, réfléchissant au métier de l'historien. Qu'il fut à la fois un patriote prêt à défendre son pays et un amoureux de la paix et de l'Europe. Enfin, qu'il fut un résistant essentiel dans les mouvements lyonnais et conscient des risques. Qu'il paya de sa vie. À l'issue d'une émouvante cérémonie au Panthéon, Simone et Marc Bloch ont clos un cycle de 11 ans de panthéonisation de figures des 2 guerres mondiales et du XXe siècle. Ils ont ainsi rejoint le temple de la République. Merci beaucoup Simon pour cette présentation qui était très exhaustive de Marc Bloch et de Simone Vidal-Bloch, qu'on a un peu tendance effectivement à oublier. Pour lancer notre discussion, est-ce que vous pourriez me dire quel est votre rapport à Marc Bloch ? Puis on va commencer par Sébastien. Eh bien, moi, je suis aussi professeur d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique, et Marc Bloch, c'est le défenseur du fait que l'historien doit être un acteur de la vie sociale de son époque. C'est quelqu'un qui met en avant ce rôle dans la société, et ça, c'est quelque chose que j'ai intégré. Et de ton côté, Simon ? Alors, faut que je fasse une confession, Marc Bloch, je l'ai découvert extrêmement tard, ou plutôt en 2 temps. Le premier temps, c'était lors d'un reportage, j'avais regardé sur Arte, qui était sur l'histoire de l'armée française. Et la première fois que j'entends parler, c'est un officier qui en parle et qui mentionne les tranches défaites. Je n'avais pas forcément porté plus d'intention que ça à ce moment-là. Et puis, il y a eu la préparation de l'agrégation. Et un peu le regret que j'ai d'ailleurs dans ma formation d'historien, c'est que il a fallu que j'attende la préparation de l'agrégation pour qu'on s'intéresse à l'historiographie et à l'épistémologie de l'histoire. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment rencontré Marc Bloch, ce qu'il a écrit, ses réflexions sur l'histoire. Donc un rapport, disons, distant, mais que j'ai essayé par la préparation justement de cette discussion, et puis surtout dans le contexte de la panthéonisation, un peu de raccrocher. Donc disons que c'est une relation tardive, un rapport tardif, même si en le lisant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il y a des pratiques déjà ou des réflexions qui se rejoignent. Voilà. D'accord. Alors de mon côté, c'est un peu comme toi, Simon. C'est vrai que Marc Bloch, dans mon cursus universitaire, alors effectivement, j'avais entendu parler de lui, évidemment, notamment par rapport à ce qu'il a fait sur les droits thaumaturges et autres. Mais comme moi, je suis parti sur une spécialisation sur n'importe quoi, pas la Seconde Guerre mondiale, sur la Révolution française, absolument rien à voir. Ça faisait pas partie des livres que je lisais, des auteurs, des historiens que je devais lire. Et donc je suis passé très longtemps à côté de ses œuvres, et c'est seulement depuis très peu, en préparant cette émission aussi, que j'ai commencé à lire. Malheureusement, là-dessus, je suis actuellement sur Les Tranches défaites, qui est très intéressante, et je sais qu'on va en reparler juste après. Donc, Simon, tu viens un peu de répondre à la deuxième question que j'avais, donc peut-être Sébastien. Quand est-ce que tu as entendu parler de lui pour la première fois, et qu'as-tu lu de lui pour la première fois, Sébastien ? Eh bien, la première lecture de Marc Bloch que j'ai faite, c'était Les Tranches défaites, dans le cadre de la préparation au CAPES, puisqu'on avait toute une partie historiographie avec des lectures conseillées. Et puis, Marc Bloch, c'est quelqu'un qui a marqué aussi ma pratique de l'histoire, notamment par rapport à ce qu'il a dit dans un discours à Amiens le 13 juillet 1914. Il est alors jeune professeur, il a 28 ans, il s'adresse à ses collègues et il dit « L'art de discerner dans le récit le vrai, le faux, le vraisemblable, c'est la critique historique. » Et ça, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Je travaille régulièrement aux archives, notamment dans plusieurs dépôts d'archives départementales. Et cet intérêt à démêler le vrai du faux, citer les sources, premier devoir de l'historien pour Marc Bloch, c'est quelque chose auquel je suis très attaché. Oui, effectivement. Et ce qui fait que nous, au collectif, on a repris un de ces principes de citer les sources.
je rappelle, ce qui est très important pour nos productions et pour au moins expliquer d'où on a nos connaissances, d'où viennent nos connaissances et voilà. D'après les réponses que vous m'avez données, évidemment, il a apporté quelque chose à votre vision de l'histoire ou à votre façon de faire l'histoire, la vulgarisation. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, parce que, comme tu l'as dit, Simon, les outils qu'on utilise, nous, déjà, sans pour autant avoir lu forcément Marc Bloch avant qu'on commence la vulgarisation, venaient, j'ai l'impression, déjà de Marc Bloch via nos professeurs, notre cursus universitaire. Enfin, c'est l'impression que j'ai un petit peu en discutant avec vous, là. Oui, tout à fait. Marc Bloch, comme je l'ai dit, s'inscrit dans un ensemble. C'est-à-dire que la réflexion de Marc Bloch repose sur des réflexions précédentes. Il cite beaucoup, Seignobos, il cite aussi, quelqu'un comme Fussel de Coulanges. Il Alors, bon, cite c'est des... même, donc des historiens Pour qui l'auditeur, je me permets, Fussel de Coulanges et Signobos, à l'époque, c'était des références au niveau historique, qu'on n'a plus bien sûr. forcément maintenant pour la plupart des gens. Bah, d'ailleurs, même heureusement, parce que ça veut dire aussi que l'histoire évolue, qu'elle se prend d'autres référents et cetera. Hem, donc oui, en fait, Marc Bloch fait aujourd'hui partie j'allais dire, d'un panthéon d'historiens, qui ont apporté une réflexion, sur l'histoire, son évolution. Moi, le premier bouquin que j'ai lu de réflexion sur l'histoire, c'est pas Marc Bloch, c'est Antoine Pro. Les 12 leçons sur l'histoire, par exemple. Marc Bloch qui a sa place, mais aux côtés de bien d'autres, donc et de plus récents. Donc il y a la réflexion, elle n'est jamais figée et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ce soit la vision de l'histoire ou la façon de faire de la vulgarisation, on n'est jamais figé dans une manière de faire, dans une manière de penser et même c'est plutôt l'inverse, c'est plus on lit, plus aussi on croise, parce qu'il y a un point quand même, qui me semble très important chez Marc Bloch, et qu'ont repris beaucoup d'historiens, c'est précisément de ne pas lire que des historiens. C'est d'aller Mhm. vers d'autres disciplines et je crois que c'est ça qui me semble très important, c'est que, en fait, on se nourrit les sciences humaines se nourrissent de ce que font les autres disciplines et Ouais. ça, je pense que c'est, oui, le fait de regarder tel ou tel, voilà, de lire tel ou tel ouvrage, de lire telle ou telle, analyse, c'est quelque chose qui est essentiel et donc dans la vulgarisation, forcément, plus tu lis et même dans l'histoire, même dans la construction historique, plus tu lis, plus tu t'ouvres à des réflexions, des analyses, des pistes Mhm. et donc que tu peux, tiens, «Ah tiens, ça j'y avais pas pensé» et cetera et cetera. Oui, c'est quelque chose d'assez assez flagrant, parce que Marc Bloch, si je me rappelle bien, a quand même, comme tu l'as expliqué, s'est inspiré d'autres disciplines, notamment la sociologie, si je dis pas de bêtises. Absolument, oui. Et l'histoire est peut-être, enfin, je trouve que l'histoire est une des disciplines, l'histoire et l'archéologie et l'histoire de l'art sont des disciplines qui sont très ouvertes sur d'autres disciplines scientifiques, que ce soit donc autres sciences humaines comme la sociologie dans le cas de Marc Bloch, mais ça peut être également des sciences dites expérimentales, du genre biologie, chimie et autres. Je parle de ça parce que j'ai en tête un cours que j'avais quand j'étais étudiant à Besançon, et à un moment donné, le professeur, oh là là, je suis désolé, s'il écoute ce podcast, j'ai oublié son nom, pardon. Le professeur nous avait commencé à nous parler de la fabrication du papier et de papier à l'époque moderne. Et du coup, il y avait toute une explication basée sur la chimie. Et je me suis dit à ce moment-là, oui, c'est quand même quelque chose d'hyper bien avec l'histoire de l'archéologie, c'est de pouvoir s'ouvrir, et on doit s'ouvrir à d'autres disciplines et intégrer les données de ces disciplines pour voir si on peut les appliquer également dans notre propre champ d'investigation. Et du coup, en écoutant ta réponse, Simon, bon, il y avait une deuxième question que Adeline a préparée, mais ce serait plutôt une réflexion au final. Est-ce qu'on n'est pas les héritiers de sa vision globale, enfin la vision globale de Marc Bloch et de sa vision de l'accessibilité de l'histoire? Et j'ai un peu l'impression que oui, même si pour autant, toi et moi, on a découvert Marc Bloch, enfin on a lu Marc Bloch sur le tard. Donc ça montre à quel point il y a il a une influence énorme sur la façon de pratiquer la science historique et de façon de la rendre accessible, de la vulgariser. Oui, il y a cette réflexion-là, effectivement, de rendre accessible. Après, il faut aussi se rappeler un peu le contexte, je pense, dans lequel Marc Bloch évolue. C'est-à-dire que par exemple, tu prends la publication des Rois thaumaturges en 1924, qui, d'un point de vue académique,
on peut le dire, est très remarqué, même est un succès. Sauf que dans le même temps, il y a un autre succès de librairie qui parle d'histoire, qui est celui de Jacques Bainville. Et Mmh. Jacques Bainville, c'était pas un historien, c'était plutôt un militant, politique, d'extrême droite, proche de l'Action française. Je crois même qu'il était de l'Action française, si je me souviens Ouais, bien. Si je dis alors, pas de bêtises, on vérifiera. si j'ose une comparaison anachronique, ce serait un peu le De Villiers de l'époque. C'est ouais, le De Villiers ou le Zemmour, si tu veux, c'est un Ouais, petit oui, peu oui. entre les 2. Donc c'est vrai que, il y a aussi un combat politique derrière, effectivement, dans le travail de Marc Bloch, déjà d'être dans cette exigence. Après, il n'a pas été un vulgarisateur. Je pense pas. Mmh. Non. Sébastien, tu me contrediras si nécessaire, mais pour moi, ça n'a pas été un vulgarisateur. C'est d'abord et avant tout un scientifique avec une très grande conscience du poids de l'histoire dans la compréhension, des hommes, même si on pourrait aujourd'hui rajouter, plutôt dire, de l'humain. Parce que bon, les hommes, c'est bien gentil, mais il y a une autre moitié à laquelle il faut penser. J'ai perdu mon fil. La chaleur. Oui, parce qu'on vous l'a pas dit, mais on est en train de tourner pendant la canicule, donc forcément, il y a des hésitations, il y a des répétitions, on s'en excuse, hein, voilà, on fait comme on peut, mais c'est un peu compliqué, effectivement. Voilà, mais non, non, bah, effectivement, il avait cette exigence, voilà, ça m'a pas c'est contrairement à quelqu'un qui va essayer de plaire absolument dans un sens et avoir une vision très, très orientée de l'histoire, lui va chercher effectivement une autre exigence. Alors, j'ai sous les yeux, si je peux, un Oui. historien, américain qui s'appelle Carl Baker. En Mmh. 1931, donc qui était un contemporain de Marc Bloch, il disait, voilà, en fait, la voix de l'historien doit être, enfin, elle est celle de Monsieur Tout-le-Monde. Heu, donc il parle effectivement. Donc je me perm si vous me permettez, je voudrais faire cette citation. Vas-y, vas-y. 50 ans plus tard, donc après pas mal de travaux, nous pouvons voir clairement que ce n'était pas l'histoire qui parlait à travers Fustel de Coulanges, mais Fustel à travers l'histoire. Nous voyons moins clairement peut-être que la voix de Fustel était celle amplifiée de Monsieur Tout-le-Monde. Ce que les étudiants admiratifs applaudissaient n'était ni l'histoire, ni Fustel, mais un ensemble adroitement coloré d'événements sélectionnés que Fustel avait mis en forme, d'autant plus habilement qu'il n'était pas conscient de le faire pour servir les besoins affectifs de Monsieur Tout-le-Monde. La satisfaction affective si essentielle aux Français de ce temps de découvrir que les institutions françaises n'étaient pas d'origine germanique. Monsieur Tout-le-Monde est plus fort que nous, et tôt ou tard, nous devrons adapter notre savoir à ses nécessités. Sinon, il nous laissera à nos propres occupations et peut-être cultiver cette sorte de sèche arrogance professionnelle qui pousse sur le sol mince de la recherche érudite. Donc dans cette situation de Karl Becker, il y a 2 critiques. La première, c'est le côté, ben, effectivement, monsieur tout le monde, il a des attentes en termes mais monsieur tout le monde, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui en réalité, sur pas mal de sujets. Mais il a des attentes et il attend qu'on le satisfasse dans ses attentes. En tout cas, qu'on le fasse vibrer. Et dans le même temps, effectivement, il faut conjuguer ce que Karl Becker dit, c'est: «Attention, ne restons pas entre nous, ne restons pas entre historiens, allons, forçons-nous à aller vers un grand public». Sinon, effectivement, ça resterait sur, je cite, donc cette sorte de sèche arrogance professionnelle qui pousse sur le sol mince de la recherche érudite. Donc, voilà, juste pour mettre en avant une réflexion d'un contemporain de Marc Bloch, qui me semble aussi intéressante. Voilà. D'accord. Sébastien, de ton côté? Bloch, c'est un historien, un chercheur, mais c'est aussi quelqu'un qui propose une réforme de l'enseignement, qui signe dès 1937 avec Lucien Febvre un manifeste dans les Annales en faveur d'une refonte complète du système de l'enseignement de l'histoire à l'université. Il a Mmh. pointé dans l'étrange défaite aussi la place du système éducatif pour lui dans la défaite française. Il la met au banc des accusés. Et puis, il dénonce dans son projet ce qu'il appelle les tares du système éducatif, le bachotage, le culte du succès, la manie examinatoire. Et il va jusqu'à des propositions assez radicales. Il propose en 1943 de supprimer purement et simplement le baccalauréat. Ah oui. Mais c'était un Je crois qu'il y avait projet... aussi l'agrégation, non? Oui, il s'en prend aussi à l'agrégation, effectivement. Il y avait un projet global chez Bloch de réforme de l'enseignement, inspiré
vraisemblablement de son passé, enfin de son passé, de son expérience parentale à lui. Il a 6 enfants, Marc Bloch, et certains avec des parcours scolaires assez compliqués. Il inscrit son fils Daniel dans une école Montessori en 1936. Sa fille Alice Ça plus tard existait déjà? aussi. Oui, c'est très ancien. Moi, je savais pas. Il propose des choses qui sont très actuelles, de centrer l'apprentissage sur l'observation, de respecter les rythmes de l'enfant, d'encourager aussi chaque enfant à approfondir ce qui l'intéresse. Et puis, il propose aussi, dans son projet de réforme, d'ouvrir l'enseignement aux espaces extra-européens, de sortir d'un enseignement très centré sur l'Europe, de donner plus de poids à l'histoire médiévale et moderne. Parce que pour lui, on s'intéresse trop à l'histoire contemporaine aussi. Pour conclure, son fils Étienne Bloch affirmait que s'il avait survécu, son père à la Libération serait certainement devenu ministre de l'Éducation nationale. D'accord. Moi, je savais pas tout ça. Merci. Ça me fait une très très bonne transition, puisque là, tu as parlé de l'étrange défaite. Et l'étrange défaite, comme tu l'as expliqué, Simon, il l'écrit juste après la débâcle de 1940, lui-même ayant été donc soldat, et il fait littéralement ce qu'on appelle de l'histoire immédiate. Alors, par rapport à l'étrange défaite, quel est notre rapport, nous, en tant qu'historiens et vulgarisateurs, à l'actualité immédiate? Et est-ce que, vous, de temps en temps, est-ce que vous faites également de l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire du temps présent? Est-ce que ça vous intéresse d'en faire? Est-ce que vous en faites un peu de façon amateur? Je ne sais pas, des choses comme ça. Puisque Marc Bloch, c'est ce qu'a fait Marc Bloch avec l'étrange défaite, quoi. En ce qui me concerne, je fais très peu d'histoire immédiate. Par contre, effectivement, quant à certains gros événements, je vais prendre 2 exemples récents et bon, qui ont aussi leur source de polémique, hein, que sont, l'invasion, de l'Ukraine par, la Russie Mm. et le 7 octobre et ses suites Mhm. en Israël-Palestine. C'est vrai que c'est intéressant de voir que quand on regarde l'actualité, on a l'impression que, dans un cas, ça a commencé, en février 2022, Ouais. dans l'autre, le 7 octobre 2023. Mm. Et c'est vrai que le premier réflexe que j'ai eu, c'était essayer de se dire: «Mais comment on est arrivé là?» Et c'est vrai que donc quand tu écoutes les échanges au niveau, des médias, des interventions des uns des autres, au niveau politique, Mhm. je citerai personne parce que voilà, mais tu as l'impression que on se et là, pour le coup, c'est une leçon de Marc Bloch. C'est on se coupe, en fait, de ce qui s'est passé dans le passé. En fait, les quelque part, la recherche de essayer de comprendre, tout l'enchaînement des événements, de ce que d'ailleurs, je crois que dans ses notes, dans ses premiers carnets, Marc Bloch, il parle plutôt il appelle surtout à parler non pas, d'événements, mais de phénomènes. Mais quel est ce phénomène? Quelle est sa construction? Quelle est son origine? Et c'est vrai que, si on veut comprendre l'Ukraine, est-ce qu'il ne faut pas s'intéresser, toute la partie des années 90 jusqu'à 2014? Est-ce qu'il ne faut pas non plus s'intéresser à l'émergence du, sentiment national, côté ukrainien ou en fait et cetera et cetera? Enfin, comment effectivement on inclut cette actualité dans un temps long? Là Mhm. encore, une autre leçon de Marc Bloch qu'auront très bien repris ses successeurs. Je pense notamment à Ernest Labrousse. Heu et pareil sur ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est pas juste une attaque terroriste d'un groupe classé terroriste, Mhm. c'est ça s'inclut dans une histoire longue de ce combat entre, d'un côté, l'existence d'un État juif, Israël, enfin en tout cas revendiqué comme tel, et de l'autre côté, l'histoire d'un autre peuple palestinien qui s'est construit aussi sur cet enjeu des nationalismes arabes et de la construction du nationalisme juif. Voilà, donc je suis très, 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 comment dire? Très schématique là dans ce que je dis, hein, évidemment, mais j'ai un peu effectivement, je pense que c'est une nécessité, pour moi, je le fais, si je le fais, mais on va dire pour moi. Je vais pas le Mhm. rendre public. Oui, oui, D'autres le d'accord. font, mais moi je préfère éviter parce que je me rends compte que tu mets ta main et tu es pas sûr de la récupérer quoi, dans l'engrenage.
Ok. Sébastien, de ton côté, comme toi, tu es professeur, donc tu as des cours. Est-ce qu'il t'arrive de un peu faire comme Marc Bloch et de nous faire un peu d'histoire immédiate? Bah, dans nos missions, on a entre autres la veille informationnelle, donc on doit se tenir au courant de l'actualité, c'est tout à fait normal d'ailleurs, pour pouvoir répondre au mieux aux questions que le public qu'on a face à nous se pose. Et les élèves, cette actualité, ils n'en sont pas déconnectés, loin de là, ils arrivent avec des interrogations qu'on doit être capable d'expliquer. Donc de toute façon, c'est de l'histoire du temps présent, on en fait quasiment tout le temps en fait, quand on doit répondre à ça. Puis après, dans les programmes, on a un certain nombre de chapitres qui nous amènent à faire des ponts avec le temps présent. Je pense au programme de 3e en collège avec Conflits après 1989, qui nous amène à passer en revue les conflits. On peut aller jusqu'à nos jours sur ce chapitre-là. On a aussi un chapitre sur la guerre froide, un peu plus tôt dans l'année, qui nous amène forcément un moment à parler de la crise ukrainienne aussi, puisque les racines, quelque part, sont à tirer à ce moment-là. D'accord. Alors, du coup, on a bien compris la grande influence que Marc Bloch a pu avoir sur la science historique elle-même, mais également sur la société, puisque il a été panthéonisé, lui et sa femme Simone ont été panthéonisés le 23 juin dernier. Alors, comment expliquer le choix de Marc Bloch pour le Panthéon? Car la cérémonie a mis autant l'accent sur son engagement dans la résistance que son travail d'historien. Est-ce que tu veux commencer, Sébastien? Eh bien, je réfléchis à la réponse. Bon, je vais essayer de faire une réponse. Je suis pas pour moi, en fait, il y avait un truc qui était intéressant, alors je sais plus quel historien en a parlé. Je me demande si c'est pas, l'historien de la décolonisation, c'est pas Blanchard, je sais plus. Bah, il y a un historien de la décolonisation qui s'est un peu intéressé à cette question-là Mhm. et ce qu'il disait, c'est effectivement un peu ce qui ressort, hein, du personnage de Marc Bloch et notamment de son testament. C'est quelque part, Marc Bloch, c'est presque un c'est presque un fils d'immigré. Mhm. Il est, d'origine alsacienne, d'un père qui a fait le choix de la France, qui était juif, dans une France qui était, disons-le, absolument pas marginalement antisémite. Voilà, pas autrement dit, oui, il y avait des bonnes traces d'antisémitisme et qui s'est toujours efforcé quelque part à, montrer son attachement à son pays. C'est d'ailleurs c'est très, très clair en fait dans sa lettre, dans sa dernière lettre, lettre testament, où il donne ses dernières volontés. Donc je pense aussi que, d'une certaine manière, il représente le bien intégré. Je pense qu'il y a un petit peu ça. L'autre chose, c'est aussi l'analyste de la société. Il y a sûrement un message politique derrière, de dire: «Attention, on est dans un contexte où l'extrême droite est en train de monter, où, les vieux démons de l'Europe ont tendance à ressurgir», notamment les courants anti-européens, intolérants, et cetera. Et puis je pense que ça appartient à la dynamique qui a été, commencée donc en 2015, qui est de, rendre hommage alors qu'on change d'époque, hein, oui, d'ancrer dans la mémoire collective, dans la mémoire nationale, les figures de la résistance des années 39-44 et plus largement, du XXe siècle. Oui, donc il y a une volonté politique qui est qui est clairement mise en avant. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec cette histoire D'accord. de presque immigré, même si je comprends bien effectivement que c'est plus lié au fait de la judaïté de la famille de Bloch plutôt qu'au fait qu'il était alsacien. Oui. Et je dis ça parce que j'ai une partie de ma famille qui est alsacienne, donc voilà, c'est pour éviter que j'ai des anti-alsaciens ou pro-alsaciens qui commencent à dire que l'Alsace n'est pas la France et inversement. C'est plus pour ça. Ah, si tu veux, je peux recommencer ma phrase, hein, au Non, pire non, des non, cas. mais à la base, c'est pas toi qui l'a mis en avant cette histoire-là, parce que tu as dit que tu l'as pris C'est, d'un historien. Pascal J'ai essayé Blanchard. de le retrouver. C'est Blanchard?
Je crois que c'est Blanchard qui l'a dit, mais Blanchard? j'ai un J'avais pas doute, retrouvé, enfin bref. en tout cas, c'est son analyse. Mais en ce qui me Ouais, concerne, bon, je suis un petit peu plus prudent peut-être, oui, là-dessus. Même si, oui, le côté, «Regardez, ils ont choisi la France», oui. fait Alors partie, d'un paysage, quoi. Enfin, ça fait partie du oui, paysage. clairement. Mais après, pour connaître un peu cette histoire alsacienne, il y a quand même Mmh, beaucoup d'Alsaciens, il y a une partie des Alsaciens qui clairement ont quitté l'Alsace pour s'installer en c'est France. vrai. Et ce qui a donné, par exemple, les usines Alstom à Belfort. Voilà, c'était pour me la péter. Euh, du coup, Sébastien, de ton côté. Mais je crois qu'avec la panthéonisation de Marc Bloch, on met en avant aussi la figure du serviteur de l'État, celui Mhm, qui a servi son pays à la fois comme soldat, mais aussi comme enseignant, et qui a été jusqu'au bout de cet engagement, jusqu'à le payer de sa vie. effectivement, il y a ce côté, je dirais presque, j'ai sortir le terme chevalier républicain. Je sais pas si c'est une bonne idée C'est ça. de ça comme ça, mais ce côté, voilà, mise en avant des valeurs de la République par Marc Bloch, entre autres, enfin par la vie de Marc Bloch en fait, tout simplement, et vouloir insister sur ce point, je pense. Du coup, ça peut expliquer effectivement la récupération de la figure de Marc Bloch par toutes les forces politiques, même celles que Marc Bloch techniquement a combattues. Je pense évidemment aux figures d'extrême droite qui ont repris Marc Bloch dernièrement et qui n'ont pas du tout été invités à participer à la panthéonisation par la famille de Marc Bloch, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc on voit qu'il y a une volonté d'instrumentaliser d'un point de vue politique, que ce soit de la part des plus hautes instances de l'État, euh, que de la part des partis politiques eux-mêmes. Donc ce qui, en fait, ne fait que prouver l'importance même, je trouve, du personnage de Marc Bloch au sein de l'histoire de la République. Oui, enfin, je pense que, c'est sur la question de la récupération. De toute façon, la panthéonisation est un acte politique Oui. et je pense, Sébastien, tu me diras si tu es d'accord avec ça, que de toute façon, Marc Bloch se voyait, je crois que tu l'as dit plus haut, se voyait de toute façon comme un acteur politique, mais dans son domaine de compétence, à savoir l'histoire. Heu, donc après c'est vrai que le c'est ce que je disais dans la présentation, c'est surtout par l'étrange défaite qu'il est récupéré. Oui. L'étrange défaite, c'est un réquisitoire, c'est aussi c'est une déposition d'un témoin. C'est une autocritique aussi, Mhm. de ce qu'il a pu faire, de ce qu'il a pu, dire, de par rapport à sa génération, par rapport à lui-même. Mais c'est vrai que, quand on lit «L'étrange défaite», il y a quand même des résonances avec l'actualité. La critique du parlementarisme, la critique aussi du syndicalisme professionnel, Mhm. heu, critique aussi des communistes et enfin, évidemment, la critique de la bourgeoisie, de ce qui définit comme la bourgeoisie. Donc, en fait, ces élites, élites sociales, élites économiques, élites politiques, qui n'ont pas été en capacité de mettre en a de préférer, la cohésion, collective, par rapport effectivement à des intérêts, qu'on en bon marxiste on dirait, des intérêts de classe. Voilà. Mhm. D'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il cite Marx, justement en disant, bah, qu'il a beaucoup aimé, justement lire Marx en tant que penseur social. Bref, ça c'est une parenthèse. Hem, donc heu, donc oui, effectivement récupération parce que critique du système, ayant fait partie du système lui aussi, hein, Mhm. heu, mais qui oublie que, bah, dans la critique, dans la tranche des faits et même dans Apologie pour l'histoire, quand même il envoie des petits scuds à cette extrême droite, de proche de l'Action française, Ouais. et qu'on retrouve plus ou moins au pouvoir, en tout cas les gens qui tournaient autour, qu'on retrouve au pouvoir au moment où il écrit «Étrange défaite» et «Apologie pour l'histoire» et les gouvernants de l'époque de Marc Bloch, ce sont ni plus ni moins les ancêtres de l'actuel Rassemblement national, faut-il le rappeler?
Et tu as bien raison de le rappeler. On a beaucoup parlé de Marc Bloch maintenant, ensemble, et parlons un petit peu de Simone Vidal-Bloch. Quelle est sa place ici ? Elle est un peu passée à la trappe dans la médiatisation de cette panthéonisation, même si elle est bien présente dans la cérémonie. Est-ce que c'est un peu symbolique également du manque de femmes au Panthéon et des difficultés de saisir leur travail trop souvent invisibilisé ? Faut-il y voir une reconnaissance de son rôle de l'ombre ? Elle relisait, copiait ses notes, aidait dans ses recherches, comme tu l'as expliqué tout à l'heure Simon. Ou est-ce que c'est une entrée par ricochet, comme c'est le cas de Sophie Berthelot, la femme de Pierre Berthelot, ou encore de Mélinée Manoukian, la femme de Missak Manoukian, célèbre résistant. Est-ce que ça montre qu'une femme a encore du mal à entrer seule pour ses propres mérites au sein de ce panthéon ? En ce qui me concerne, je pense que c'est très propre, tout simplement, à l'histoire de notre société. On est encore dans un héritage, effectivement, où les femmes ont été très minorées, peu d'accès aux espaces politiques, techniques, sociaux, enfin, même si elles étaient présentes, évidemment, mais disons que les premiers rangs leur ont été très très longtemps refusés. En réalité, à une échelle de société, les évolutions qu'on a connues, au cours du XXe siècle et encore aujourd'hui, et il y a encore beaucoup de boulot, hein, faut bien le dire, c'est rien, c'est un temps extrêmement court. Donc pour répondre sur Simone Vidal-Bloch, il y a un peu de ça, effectivement, elle a un petit peu, j'aime pas du tout cette expression, mais par ricochet, et dans le même temps, elle est indispensable parce que, bah, sans elle, il y a pas de relecture, sans elle, il y a pas de dactylographie, des écrits de Bloch, il y a sûrement des choses qui nous échappent, hein, ce sont les fameux silences de l'histoire, l'intime auquel on n'aura peut-être jamais totalement accès, à part les lettres. Est-ce qu'ils parlaient tous les 2 de ces questions-là? Est-ce qu'ils échangeaient? Est-ce que, On il peut y que le a un supposer, quoi. pardon? On peut que le supposer. Voilà, on peut que le supposer. Après, est-ce qu'une femme peut entrer seule pour ses propres mérites? Joséphine Baker a pu le faire, Oui. Simone Veil. parce qu'il y avait pas d'homme. Bah non, parce que même Simone Veil, elle est rentrée avec Mhm. son mari. Ah bah, du coup, est-ce que là, on n'est pas sur le même principe que... Bah, il y a une inversion, mais elle n'est pas rentrée Ouais. seule, tu Oui. vois? Ah oui, oui, t'as raison. Oui, oui, oui. Par contre, on peut aussi citer, Germaine Tillon ou Geneviève de Gaulle-Anthonioz, qui sont rentrées également, Mhm. toutes seules en 2015, donc avec, Pierre Brossolette et Jean Zay. Oui. Donc effectivement, il y a quand même 3 femmes qui sont rentrées depuis 2015 seules pour ce qu'elles ont fait, sans, compagnon, mari, ce que tu veux. Mhm. Mais effectivement, il y a encore, je pense, je crois que seul le temps, donnera réponse à ça. Heu, si, si d'autres figures, futures ou passées pourront rentrer, voilà. Je pense qu'effectivement, mais je pense que ça passera d'abord et avant tout par un vrai rééquilibrage de notre monde politique, Ouais. et technique. Voilà. Oui, ouais. Moi, j'ai retrouvé mes Après, comme on notes. l'a... Vas-y, je t'en prie, Sébastien. Alors, en fait, l'entrée de Simone Vidal-Bloch au Panthéon, c'est une demande de la famille de Marc Bloch, Mmh, c'est vrai. euh, pour des raisons qui ont été citées par Suzette Bloch dans une interview. Suzette Bloch, la petite fille de Marc Bloch, C'est c'est ça. ça. Marc Bloch aimait passionnément sa femme, ce dont témoignent leur correspondance, les poèmes qu'il lui a dédiés aussi. Principale collaboratrice de Bloch, elle tapait à la machine tout ce qu'il produisait. Et son fils Étienne avait déjà précédemment déclaré « Pas un mot n'est sorti de sa plume sans être soumis à sa critique, c'est-à-dire à la critique de sa femme. » Donc pour la famille, Donc c'était oui, il y avait quand même... impensable qu'elle ne rentre pas au Panthéon avec son mari, pardon. Oula, je sais plus ce que j'ai. Oui. Donc elle a participé également aux réflexions que Marc Bloch a pu émettre par la suite. Donc elle a eu un impact énorme également sur la science historique au final.
comme le disait Simon tout à l'heure, logiquement. oui. Alors après, comme on l'a expliqué, le Panthéon, effectivement, la panthéonisation est comme toujours liée à une volonté politique d'inscrire des personnages historiques au sein de ce Panthéon, comme une sorte de temple de la République, comme tu l'as expliqué toi-même tout à l'heure, Simon, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. D'ailleurs, je reviens, j'ai fait une petite faute, j'ai dit que Sophie Berthelot était la femme de Pierre Berthelot, non, c'est la femme de Marcelin Berthelot, pardon. Et au sein de ce panthéon, on a des personnages historiques très divers. On a par exemple Voltaire qui est présent, on a des figures de l'époque napoléonienne, on a Victor Hugo, si je dis pas de bêtises. Oui. On a également, comment il s'appelle, Gaspard Monge, qui était un mathématicien de l'époque révolutionnaire, qui a participé à, entre autres, l'expédition d'Égypte par Bonaparte. On a aussi Jean Monnet et René Cassin, donc, enfin Jean Monnet, qui est l'un des pères de l'Union européenne. On a Jean Moulin, évidemment, célébrissime par le fameux André Malraux, qui nous dit « Entre ici Jean Moulin ». Enfin, l'entrée de Jean Moulin est célébrissime. L'entrée de Jean Moulin au Panthéon est célébrissime. Jean Moulin était célébrissime par rapport à ce qu'il a fait dans la Résistance. Attention, je suis en train de me planter. Qu'on ne dise pas de bêtises. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, on a également donc plusieurs personnes, surtout depuis Emmanuel Macron, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'entrées. On a donc Simone Veil et son mari Antoine Veil. On a Maurice Genevoix et ceux de 14 pour rendre également hommage au sacrifiés de la Première Guerre mondiale. Joséphine Baker, tu en as parlé tout à l'heure. Le résistant Missak Manoukian et sa femme Mélinée. Et n'oublions pas non plus un hommage solennel à Robert Banater qui a eu lieu en 2025. Je pense qu'on peut même ajouter, Oui, 2015, la panthéonisation. Je pense qu'il y a un vrai cycle qui a oui, commencé t'as en raison. 2015 T'as raison avec avec l'entrée Hollande. donc de Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette et Jean Zay. Et je pense que de ce côté-là, sur ce point-là, Emmanuel Macron se met dans la continuité de François Hollande. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est un cycle qu'il faut vraiment prendre sur pas uniquement avec le mandat de Macron, mais aussi avec le mandat de Hollande. Effectivement, effectivement. Et avant Hollande, il semble que ce soit Chirac avec André Malraux et une célébration pour Alexandre Dumas, je crois. Voilà. Alors ça, c'est plus ancien. Pardon? C'est un peu plus ancien. Oui, c'est plus ancien du coup. Mais c'est juste Euh, pour dire que ça fait partie, je pense, d'un cycle qui est mhm, de 2015 à 2026. voilà. Voilà. C'est ça, effectivement, qui est assez récent. Et il y a eu aussi les sorties. Il y en a Oui, eu une. oui, parle-en. Ouais. Ah oui. Eh oui, Mirabeau, entrée, mais sortie du Oui, Panthéon après. c'est vrai. J'ai oublié Mirabeau, Oui. moi. Ouais, mais ça, c'est beaucoup plus ancien. Enfin, c'est au Oui, début, effectivement. Là, je pense qu'on parlait surtout en fait de la période récente, Bien sûr. peut-être. récente. Mais effectivement, tu as raison de parler de Mirabeau qui s'est fait virer quelques temps après. Mais à l'époque révolutionnaire, qu'on a découvert qu'en fait, il parlait discrètement avec le roi. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre sujet. Bref, le Panthéon, juste pour information, à la base, c'était une église qui avait été créée, je crois, sous la demande de Louis XV, si je dis pas de Tout à fait. bêtises. C'est ça, l'église Sainte-Geneviève, qui par la suite va devenir le Panthéon pendant la Révolution française, qui va redevenir une église à nouveau, jusqu'à redevenir un Panthéon définitivement à partir de la Troisième République. Voilà, tout simplement. Et comme ça, vous savez un petit peu autour de ce bâtiment qui est devenu le Temple de la République, où on rend hommage aux figures que les institutions politiques estiment être importantes pour l'histoire de la République française. Voilà, là encore, on est sur plutôt une vision, comment dirais-je, une mise en avant de la mémoire collective et non pas de l'histoire. Mais là, c'est également un autre débat. Oui, C'est aussi lié aussi aux intérêts du temps pour lesquels effectivement les personnes rentrent. oui, Typiquement, on peut s'interroger, par exemple, la question, la présence de Paul Painlevé, par exemple, qui, le lendemain de sa mort se retrouve panthéonisé. Alors Paul Painlevé, grand politique de la Troisième République, mais bon, en ayant lu un petit peu sa fiche biographique, je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi, il y a rien en fait qui ressort véritablement pour, vraiment le justifier son entrée». ouais, Donc il y a aussi un intérêt, c'est pour ça que quelque part honorer, donc les héros de la patrie ou les grands hommes de la République, on peut se poser effectivement aussi la question parfois de certains choix
qui, sur Oui, le temps long, ont un petit peu du mal à résister. Voilà, la moitié aussi des panthéonisés, ce sont des généraux de Napoléon Ier. oui, oui. Est-ce que c'est alors, on peut toujours, voilà, dire: «Oui, la gloire» ce sont des héros militaires de la patrie, mais bon, c'est des choix aussi, qui peuvent interroger aujourd'hui. D'ailleurs, ça fait penser aux raisons d'ailleurs de comment la panthéonisation se fait. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui est le seul décisionnaire, avec évidemment derrière l'accord de la famille. Mmh. Ainsi, par exemple, quelqu'un comme Albert Camus, qui, a priori, pourrait rentrer au Panthéon. La famille a refusé sa panthéonisation parce qu'elle avait été proposée par Nicolas Sarkozy. OK. Quant aux critères, en fait, là, il y a pas vraiment de critères écrits, c'est des critères implicites. Le premier, il est plus ou moins enfin, les premiers sont plus ou moins objectifs. Ce sont, en fait, les idéaux républicains. Donc là aussi, c'est à la fois, vague et précis, et c'est à l'appréciation, de la personne. Et il y en a un subjectif, c'est, les valeurs du chef de l'État. Oui. Ou les besoins du chef de l'État aussi. Oui, valeurs ou besoins. Donc c'est Ouais. c'est vrai que l'objectivité peut être questionnée. Après moi, je suis très content que Marc Bloch, et Simone Bloch rentrent au Panthéon, ou même, quelqu'un comme Genevoix, Baker et cetera. Mais il y a, à mon avis, quelque chose qui se pose comme question sur le Mmh. processus, qui finalement n'est pas du tout, démocratique, qui est plus basé sur le choix d'une seule personne, Ouais. qui n'est pas collégial. Donc on peut effectivement s'interroger sur, Mmh. une forme de, comment entre guillemets «objectivise», même si l'objectivisation là-dessus, c'est toujours quelque chose heu, d'idéalisé et d'inatteignable peut-être, mais il y a quelque chose à mon avis, il y a un travail, une réflexion à avoir un peu plus sérieusement sur ce point. Oui, clairement. Bah, après, c'est comme toujours le souci qu'on a quand le monde politique décide de mettre en Mmh. avant telle ou telle chose au niveau historique. En général, c'est d'un point de vue historique, ça peut être facilement questionnable. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Euh, D'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu paradoxal, même si, comme toi, je suis très content que Marc Bloch rentre au Panthéon, mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal de panthéoniser un historien qui cherchait, lui, à déconstruire les mythes? Sébastien, t'en penses quoi? Il y a eu beaucoup de contradictions et c'est pas la seule. On est toujours coincé entre l'objectivité et la tentation de construire un récit qui pourrait être un récit national. La question est toujours qui mérite sa place, qui ne la mérite pas, sur quels critères. Bloch, c'est incontestable, euh, mais comme le disait Simon tout à l'heure, il y a des figures qui sont peut-être aujourd'hui moins connues, qui sont moins restées dans les mémoires, et il y a des effets de mode quelque part qui sont restés comme ça. En fait, il y aurait aussi une appréciation sur le temps long de savoir si on devait trouver de nouveaux critères de sélection, peut-être attendre un minimum de décennies avant de décider de tel ou tel personnage qui serait resté dans l'histoire ou dans la mémoire collective. Bon, là, après, je fais un exercice de pensée un peu, je dirais, pas périlleux, mais presque, de proposer ce genre de choses. Mais effectivement, on peut se poser la question, comme avec l'exemple que tu as donné Simon, de pourquoi d'un coup on a tel personnage que tout le monde a oublié qui va se retrouver en Panthéon, quoi. C'est ça. Mais bon, Marc Bloch, lui, n'est pas oublié. À votre avis, comment mettre en avant le travail de Marc Bloch dans nos formats, en dehors de la simple actualité, donc dans nos créations? Bah, alors déjà, il y a eu, je pense au travail que, Guilhem de la chaîne d'Histoire en Histoire, Alice de, L'Histoire est humaine, avec la complicité de Wachi, l'Hydre mille têtes, Mm. qu'ont, à partir donc du livre, pour, les études d'histoire, enfin co-dirigé par, Catherine Rido-Kikuchi, qui ont fait toute une série de vidéos Mm. sur, l'étymologie de l'histoire, enfin l'épistémologie de l'histoire, sur qu'est-ce que c'est que l'histoire. Je pense que déjà, intégrer déjà tu as déjà l'intégration, en tout cas d'un point de vue, oui, épistémologie et historiographie.
Donc déjà, tu as un gros travail et je pense que d'ailleurs, j'encourage vraiment, si vous êtes passionné par l'histoire, si vous êtes étudiante, étudiant, à aller voir cette série de vidéos qui est vraiment d'une très, très grande qualité, Mmh. et qui ira On d'ailleurs mettra les au-delà liens, hein. du personnage de Marc Bloch. Pour ce qui est d'intégrer dans le travail, dans nos formats, hem, je pense que c'est aussi peut-être l'intégrer à nos réflexions. L'intégrer à nos réflexions, l'intégrer à notre façon d'aborder l'histoire et ce, en compagnie des autres historiens qui ont pu avoir une réflexion sur leur discipline, évidemment. Ça, je pense qu'il faut jamais le prendre tout seul. Je pense que Marc Bloch n'est pas à prendre seul, mais vraiment à le prendre avec heu, d'autres professionnels de la discipline et d'autres personnes qui ont réfléchi dessus. Ouais. Voilà, je pense que ouais, c'est encouragé effectivement à pas hésiter à lire ce qu'il a pu écrire et puis voilà. Mmh. Notamment L'étrange défaite qui se lit quand même très bien, je trouve, et qui est un témoignage, absolument, je trouve, je dirais, oui, incroyable, tout simplement incroyable, de quelqu'un qui vit la défaite française et qui se pose immédiatement les questions de pourquoi cette défaite, ce qui nous donne, enfin, ce qui est à lire tout simplement, quoi. Je conseillerais très fortement. En tout ce qui me concerne sur la lettre des fêtes, je pense qu'il faut la lire certes, mais toujours avoir avec un œil critique. Oui, C'est-à-dire que Marc Bloch n'a pas forcément la connaissance. Il a une connaissance qui est assez, qui est limitée, il propose une analyse, mais il a mmh, effectivement son point de vue et je pense qu'il faut pas oublier ça quand on le lit. Je suis oui, d'accord avec toi, c'est à lire effectivement, c'est un vrai réquisitoire et un vrai, enfin un réquisitoire, est-ce que c'est un réquisitoire? Bon, en tout cas, c'est une autocritique assez cinglante, hein, vis-à-vis aussi de lui-même, hein, oui. mais faut le prendre, à mon sens, plus comme un témoin que, véritablement comme quelqu'un qui a fait, la recherche exactement, voilà Oui. pourquoi on a perdu. Ouais, oui, non, voilà, c'est vraiment un témoignage, quoi. Voilà. Mais tu fais bien de rappeler qu'il faut toujours prendre un texte historique, critiquer ce texte historique, ne jamais le prendre Mmh, au pied de la lettre. et c'est ce que dit Marc Bloch. Et c'est ce que dit Marc Bloch, tout à fait. D'ailleurs, messieurs, est-ce que vous avez des conseils de lecture autour de Marc Bloch, à part L'étrange défaite, parce qu'on en a quand même parlé pas trop mal? Alors, en ce qui me concerne, je surrecommande le numéro spécial du magazine L'Histoire de septembre 2025 qui, donc spécial Marc Bloch, l'historien combattant, avec, pas mal de résumés de son œuvre, de sa pensée, de ce qu'il a aussi, voulu faire à travers l'histoire et puis, récemment est parue, une biographie, pardon, une biographie de Marc Bloch, actualisée de, Peter Schoettler, et donc qui se base d'ailleurs sur des documents, inédits et notamment qui revient sur le Marc Bloch politique et le Marc Bloch résistant. Il propose effectivement une nouvelle vision déjà, où il se montre beaucoup plus engagé politiquement, du côté de la SFIO, même si dans les années, 30 s'il signe des tribunes, ce que j'ai pas cité au début, il signe des tribunes, pas mal de tribunes, notamment, le comité, de vigilance, des intellectuels antifascistes ou encore des textes, pour la défense, de l'Espagne républicaine en 1937. Il a été effectivement aussi donc, proche de Lucien R, qui était un universitaire, socialiste et il faisait partie d'ailleurs d'un cercle universitaire socialiste. Mmh. Hem et aussi donc il revient sur, bah, c'est ce moment très délicat, très très tragique qu'est donc la période de torture de Marc Bloch et notamment un document qui, est resté pendant 40 ans en embargo, qui est le procès-verbal des interrogatoires de Marc Bloch. D'accord. Un embargo qui a été levé en 2001, mais il a fallu effectivement attendre le livre de Peter Schoettler pour vraiment le mettre en avant, l'analyser et on découvre effectivement, bah, que oui, sous la torture, un résistant, aussi important qu'il soit, parle.
qu'il parle, qu'il essaye de minimiser certaines informations, mais que, Oui, oui. quand vous tombez en pneumonie, parce que on vous a fait la douche, enfin la baignoire d'eau froide, bah, oui, forcément, à un moment donné, vous voulez que ça s'arrête. Donc heu, donc voilà, en tout cas, à mon avis, c'est une biographie qui est à lire pour qui s'intéresse à Marc Bloch et qui veut en savoir, un petit peu plus. À savoir que Peter Schoettler est, également membre du cercle Marc Bloch, qui est un institut ou l'institut Marc Bloch, je sais, cercle Marc Bloch, qui est un institut allemand. Voilà. Oui. Peter Schoettler étant un historien allemand, mais qui a travaillé au CNRS, entre autres. De ton côté, Sébastien? Eh bien, de mon côté, moi, je conseillerais Marc Bloch, l'historien combattant, qui est une bande dessinée qui a été éditée et qui est sortie en mai 2026 et qui est consacrée à la vie de Marc Bloch. Le scénario a été soumis à Suzette Bloch, la petite fille de Marc Bloch, avec l'historien Olivier Lévy-Dumoulin, qui a été sollicité comme conseiller historique. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait figurer dans les CDI, entre autres des établissements scolaires, pour avoir une première approche du Oui, personnage. Mhm. carrément. Ok. Merci. Et moi, je rappellerai également, à côté de L'étrange défaite, évidemment, Apologie pour l'histoire par Marc Bloch. Voilà, pour ceux qui veulent s'intéresser un peu plus, qui s'intéressent un peu plus à la discipline historique même. Pour terminer, je vais reprendre un conseil que Adli nous a donné, qui est donc préparé cette émission aujourd'hui. Elle nous conseille l'exposition Marc Bloch Oui. justement au Panthéon, qui est ouverte jusqu'en janvier 2027. Il y a une reconstitution de son espace de travail, donc la partie de sa bibliothèque spoliée par les Allemands, une partie sur sa formation, sur sa famille, une autre sur son travail d'historien, une autre sur son engagement. On y retrouve notamment une découverte faite en préparant l'exposition, 2 fausses cartes d'identité, dont une vierge. Et il s'agit, toujours d'après Aldine, d'un hommage très émouvant concernant Marc Bloch, tout simplement. Je Voilà. confirme ce que dit Adeline, hein, c'est une très, Ouais. très belle exposition. Je l'ai vue la veille de ce podcast, à savoir que, en fait, l'exposition est gratuite, mais uniquement jusqu'au 30 juin, malheureusement. Ah, ouais, donc, Ou 1er juillet, je ouais. sais plus. Malheureusement, elle est gratuite jusqu'à ce moment-là, et après, effectivement, bah, c'est payant, c'est l'entrée, donc à 13 €. Ouais. Mais je confirme, hein, c'est une exposition qui a vraiment Hmm. l'avantage d'être très complète, sans rentrer dans trop de détails, et notamment, il y a un petit tableau très rigolo, enfin moi que j'aime bien, qui est, le réseau des historiens de Marc Bloch. Voilà, enfin des historiens héritiers de Marc Bloch. Voilà. Ah, ok. Ouais, ça peut être sympa, ça. Effectivement. Bon, alors du coup, en conclusion, on peut dire que Marc Bloch, ça reste un incontournable dans la science historique en France et pas seulement qu'en France, et un incontournable de l'histoire de la République française actuelle. Mmh. Maintenant, je trouve. Je Oui, sais pas ce que vous en pensez. tout à fait. Oui, Sébastien? tout à fait. Sébastien? Oui, ok. Ok, merci. Voilà, je pense que ça clôt notre discussion autour de Marc Bloch et de sa panthéonisation. Et pour terminer notre deuxième podcast, eh bien, quelles sont vos actualités, messieurs? Avez-vous des choses en cours, en production, des choses qui sont sorties? Sébastien? Oui, je suis en train de travailler sur le 5e épisode de ma série consacrée à l'histoire de la protection de l'enfance, qui va couvrir la période 1874-1945. Une période Mhm. qui a vu l'État en France faire face à plusieurs défis. Lutter contre la mortalité infantile à la suite de la guerre de 1870, un moment où la survie des enfants, ça devient une priorité dans un pays qui perd 1 600 000 habitants avec la perte de l'Alsace-Moselle et qui manquera de bras et de futurs soldats. Mais aussi, dans cette période, on va traiter la gestion des pupilles de la nation, des orphelins de guerre à la suite de la Première Guerre mondiale. D'accord. Avec le même principe, donc toujours des épisodes qui sont faits en costume et en alliant sources historiques et humour. Ça, c'est une programmation que j'aime bien, ça. Mais merci, Sébastien. Simon?
Alors, de mon côté, les contraintes professionnelles m'ont conduit à suspendre un petit peu, l'activité de vulgarisation, mais depuis maintenant quelques semaines, je fais des carousels sur Instagram. Le dernier d'ailleurs parle, puisqu'on parlait justement de témoignage, d'un faux témoignage, celui d'un ancien déporté, enfin de quelqu'un qui s'est fait passer pour un ancien déporté espagnol, qui a été porte-parole, d'ailleurs d'une grosse association, d'anciens déportés républicains, espagnols durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été, démasqué en pleine commémoration, de la libération des camps en 2005. Sinon, il y a d'autres projets dans ce côté-là. Il y a toujours le projet de continuer la série sur l'histoire des prisons en France. Donc je m'attaque, à un gros morceau qui est la Seconde Guerre mondiale. Et puis à Ah, ouais. côté, il se trouve que j'ai été voir le film, De Gaulle, L'âge de fer et il y a un personnage qui m'a interpellé, à savoir un certain, Fernand Bonnier de la Chapelle. Voilà, donc je suis en train de préparer quelque chose sur ce D'accord. personnage qu'on a présenté comme royaliste, mais c'est plus compliqué que ça. D'accord, bah, c'est bon à savoir parce que moi j'ai essayé de voir le film bientôt. Donc maintenant je saurai un peu plus. Merci Simon. Et concernant nos membres du collectif, eh bien, sachez que depuis le dernier podcast, il y a eu des vidéos qui sont sorties, enfin des créations plutôt, des productions qui sont sorties de la part des membres du collectif Hérodote. Il y a déjà la vidéo de Truelle la vie, dont le titre est Comment le bouddhisme est devenu une religion mondiale, qui va nous expliquer comment le bouddhisme qui émerge en Inde, va se retrouver de l'autre côté de l'Himalaya pour essaimer en Chine et jusqu'au Japon, en passant par l'Asie centrale, qui n'est plus bouddhiste actuellement. Donc on va découvrir tout ça grâce à Linda de Truelle-Lavie. Et on a également Rekishi qui, elle, va nous expliquer pourquoi le parti communiste japonais, après la Seconde Guerre mondiale, n'a jamais réussi à prendre le pouvoir. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez d'autres créations de nos collègues à recommander ? Eh bien, de mon côté, c'est un podcast que je voudrais recommander, un podcast qui est en fait un entretien qui a été fait donc par Camille, de la chaîne, Les Oubliés, du compte Les Oubliés, pardon, sur les marraines de guerre. Elle fait donc un entretien avec la doctoresse Aliénor Godanger, qui revient donc sur sa thèse sur les marraines de guerre. Qui sont-elles? Qui sont les soldats à qui elles écrivent? Est-ce qu'elles maintiennent leurs liens? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe mal? Est-ce qu'il y a des histoires? Bref, je vous conseille, ça dure 1 heure l'entretien, mais on voit pas le temps passer. Donc vraiment je vous le recommande très, très chaleureusement. Ouais, clairement, je recommande aussi. Et Aliénor a également un compte Instagram que je ne retrouve pas, je suis désolé, où elle a profité en fait de sa thèse sur les marraines de guerre pour en faire des petites BD. Et je suis désolé de ne pas retrouver, mais je crois que Camille en parle dans son podcast. Donc n'hésitez pas à écouter le podcast de Camille. Y a-t-il une autre suggestion, messieurs? Pourquoi pas mentionner la vidéo d'Histoire en Histoire qui a réalisé un travail sur l'histoire de l'amphithéâtre de Tarragone, qui a été à la fois arène, église et prison. Bah oui, ça peut être sympa en plus. Eh ben super. Tiens, j'ajouterai également, je viens de le voir à l'instant, un petit short de la part de Alice de l'Histoire est humaine, dont le titre est L'homme est une anomalie évolutionniste. Et on vous laissera le découvrir par vous-même. Évidemment, tous les liens seront dans la description du podcast. N'hésitez pas à cliquer partout, à rejoindre les chaînes des membres du collectif Hérodote. Est-ce que vous allez bien, messieurs, pour ce deuxième podcast? En êtes-vous contents? Bah, écoute, je pense on a dit l'essentiel. C'était, une très bonne ambiance. Bon, on a fait un petit peu chaude et on finit un petit peu liquéfié à la fin. Mais, Merci à la canicule. vraiment ouais, voilà, c'est ça. Mais vraiment un plaisir d'avoir un petit peu, d'avoir parlé de Marc Bloch, heu, à l'occasion justement de cette sortie, dans l'espace public du personnage grâce à sa panthéonisation. Ouais, clairement. Et c'était fort agréable aussi d'animer tout ça. Je voudrais encore à nouveau remercier Adeline qui n'a pas pu être là avec nous et qui aurait dû présenter ce podcast. Donc on t'envoie des poutous Adeline et que tout se passe bien. Et voilà, je ne dirai pas plus. Merci à vous deux, merci Simon, merci Sébastien d'avoir été là.
Et merci Christophe qui va assurer le montage du podcast, Christophe de la chaîne Odyssia. Merci à Sébastien donc de Une Histoire Racontée, merci Simon de l'Atelier d'Histoire, merci Adeline de Diclio, et c'était Rob de l'Histoire avec une grande H qui vous a présenté le deuxième épisode d'Hérodotecast du collectif Hérodote. On se retrouve bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.